toutes et à tous. Commencé au début du XXe siècle et mondialement généralisé à partir de 1945, l'industrialisation de l'agriculture est censée garantir une sécurité alimentaire durable à l'homo industrialis. Dans ce sens, elle rejoint les aspirations de l'industrialisation de la médecine, censée elle aussi garantir une sécurité vitale durable. Nous en reparlerons dans la prochaine chronique avec le déclin de la démographie. Ces deux aspirations fondatrices des deux plus grands mythes de ce début du siècle, plus encore que les deux mythes spécifiquement industriels de l'énergie et de la matière illimitée dont nous avons parlé déjà, ces deux grands mythes témoignent de l'incommensurable orgueil des thuriféraires de la société industrielle croissanciste, incommensurable orgueil qui conduit à professer que l'esprit de l'homme est devenu plus grand que la nature, et même plus grand que sa propre nature originelle. Or, ce péché d'orgueil fait fi de deux évidences. La première évidence, c'est que l'homme, du point de vue de son besoin d'alimentation, n'est qu'un animal comme un autre. La seconde évidence, c'est que l'acte alimentaire constitue un rapport à l'environnement. Et, sans aucun doute, le rapport le plus fondamental, qui, par ailleurs, et rappelons-le, a été longtemps le seul rapport que l'homme ait entretenu avec son environnement, avec la nature, avec sa mère nature. Cette fonction alimentaire primitive, exclusivement naturo-centrée et naturo-dépendante, elle s'est exercée, comme tout le monde le sait, en mode chasseur, pêcheur, cueilleur pendant une très très longue période, puisque si nous nous limitons à l'homme en tant qu'homo sapiens, ce mode alimentaire a perduré environ 300 000 ans. Et ce n'est que depuis 10 000 ans à peine, date de la révolution néolithique, ce n'est que depuis 10 000 ans que l'homo sapiens a commencé non plus à entretenir, mais à établir de nouveaux types de rapports avec son environnement, autres que ceux relevant du seul geste de la prédation alimentaire. Mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, une évolution, une révolution même, a installé l'idée qu'une sécurité alimentaire durable, et même définitive, pouvait être acquise et pouvait ne plus jamais être remise en question. Ce dispositif de sécurité alimentaire, illimité, lui aussi, présente deux aspects complémentaires. Complémentaires mais néanmoins distincts. Un aspect qualitatif et un aspect quantitatif. Sa mise en place, progressive mais très rapide, la mise en place de ce dispositif de sécurité alimentaire, a été dénommée troisième transition agroalimentaire, elle-même faisant suite à deux autres transitions. La première transition agroalimentaire, se situant durant la période néolithique, il y a environ 10 000 ans, et elle fut caractérisée par une sédentarisation de l'homo sapiens et accompagnée d'un abandon progressif du mode alimentaire chasseur-pêcheur-cueilleur pour adopter un nouveau mode basé sur la domestication de la nature végétale, ça a donné l'agriculture, et la domestication de la nature animale, ça a donné l'élevage. La deuxième transition agroalimentaire se situe aux environs de l'année 1850, date conventionnelle de début de la société industrielle, à partir de laquelle de nouvelles méthodes, issues des avancées technologiques de l'industrie, furent appliquées dans un premier temps à l'agriculture, puis, peu de temps après, à l'élevage. Cette deuxième transition fut symbolisée par le début de la mécanisation agricole, qui facilita le travail nécessaire aux différentes opérations culturelles, d'une part, ainsi que fut caractérisée également par le commencement de l'emploi des engrais chimiques
qui contribuèrent à augmenter de façon spectaculaire le volume des récoltes. D'autre part, voici pour la deuxième transition agroalimentaire, qui s'est traduite par deux faits sociétaux majeurs, plus ou moins interactifs entre eux. Le premier fait sociétal, ça a été celui du point de non-retour alimentaire. C'était celui de l'atteinte du point de non-retour alimentaire, parce qu'à partir de cette date, l'homme avait définitivement coupé les ponts avec sa mère nourricière, la nature, pour ne faire dépendre son alimentation que de la technologie issue de son cerveau. Une dérivée seconde de cette composante apparut progressivement, à savoir le dépassement de la biocapacité naturelle alimentaire des sols arables. Alors la biocapacité, c'est le niveau moyen de production alimentaire naturelle d'un hectare global. Avec une accélération à partir de 1900, 1900 c'est la date de début de la mécanisation agricole. Le deuxième fait social, issu de cette deuxième transition agroalimentaire, ça a été l'introduction de données d'économie politique dans le processus de l'alimentation humaine, c'est-à-dire la prééminence absolue des notions de rendement et des notions de productivité. Mais cette deuxième transition agroalimentaire, qui avait accompagné les débuts de la société industrielle, qui avait posé les fondements de l'agriculture moderne, eh bien, elle a été dépassée, elle aussi, par une accélération vertigineuse datant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment la généralisation des intrants de synthèse, fertilisants, fongicides, pesticides, etc. Et qu'on a dénommé la troisième transition alimentaire. Transition qui associait cette fois de nouveaux facteurs liés à la stratégie géopolitique du capitalisme par ailleurs en voie de mutation vers un capitalisme mondial, et qui aboutissait finalement au concept de mondialisation. Cette mondialisation de la production alimentaire, elle s'est concrétisée par l'application stricte par tous les agriculteurs de la planète d'un cahier des charges identique établi par le capitalisme international. Et c'est ainsi que les agriculteurs se sont transformés progressivement, plus ou moins consciemment et plus ou moins leur corps défendant, ils se sont transformés en chefs d'entreprise capitalistes. Ce qui eut pour effet notamment de réduire considérablement leur nombre, puisque la mire de la rentabilité, dernier stigmate de l'industrialisation totale de l'agriculture, cette mire rendait inévitable la course à l'accroissement de la taille des exploitations. Tout le monde connaît la statistique française, 80% d'agriculteurs en 1800, devenus 5% d'agriculteurs en 2020. Ces chiffres se passent naturellement de tout commentaire. Alors c'est ainsi qu'à partir de 1945, date fatidique, le domaine de la production agricole allait donc s'industrialiser encore plus rapidement que l'artisanat ne l'avait été avant lui. Et l'argument majeur invoqué par les différents pouvoirs publics pour justifier la mise en place de cette agriculture industrielle, ça a été de mettre fin définitivement au risque de famine. Et ça a été d'accéder à l'autosuffisance alimentaire. Ce magnifique et spectaculaire élan avait surtout pour objectif d'abaisser la part du coût de la nourriture dans le budget global des ménages, afin de pouvoir libérer d'autant la part disponible de ces budgets ménagers pour pouvoir acheter tous les autres produits de consommation proposés aux citoyens consommateurs. Dans la période foisonnante de la reconstruction d'après-guerre et de démarrage des fameuses 30 glorieuses, rien ne devait freiner l'essor de la consommation et surtout pas la vulgaire contrainte alimentaire
qu'il fallait, coûte que coûte, réduire au minimum. Car la consommation alimentaire n'était pas jugée suffisamment extensible pour nourrir la croissance globale, dont l'essentiel dépendait de l'accroissement de la consommation des produits de l'industrie et surtout des innombrables services naissants. D'un point de vue général et objectif, il est bien évident que la consommation alimentaire ne pouvait être sensiblement développée que grâce à un accroissement démographique. C'était une première limite arithmétique, mais il est également bien évident qu'à population constante, la production agricole ne pouvait pas être développée non plus au-delà d'une deuxième limite, située celle-ci au-delà du comblement des besoins essentiels. Double limite donc qui n'existait pas, ou tout au moins qui pouvait être repoussée très loin dans le cas des autres produits dont l'extensibilité de la consommation n'avait elle pas de limite, cette fois que le budget financier disponible par tête de consommateur. Alors, pour les gestionnaires capitalistes croissancistes et par l'intermédiaire des gouvernements complices qu'ils contrôlaient, il était donc fondamental de faire en sorte que les produits alimentaires soient les moins chers possibles, et ceci afin que les consommateurs puissent disposer du maximum de leurs revenus pour acheter d'autres produits. Posé ainsi, le montage présentait toutefois un point faible, parce qu'en effet, si les denrées alimentaires devaient être abondantes et bon marché pour les raisons qu'on vient d'indiquer, comment allait-on assurer une rentabilité à ceux qui avaient la charge de les produire? Cette équation fut alors supposée devoir être résolue par le paramètre augmentation des rendements, paramètre intimement associé lui-même à celui d'augmentation de la productivité. C'est donc ainsi qu'il fut décidé à l'échelle de plusieurs continents d'appliquer à l'agriculture le système d'exploitation industrielle en ne craignant pas d'imposer si nécessaire, par la force de la loi, la métamorphose de toute une profession ainsi que l'abandon d'une logique professionnelle pourtant historiquement validée. L'abandon forcé de la polyculture-élevage au profit du mode monocultural intensif et productiviste. La soumission de toute une profession aux industriels amont, fabricants de matériel agricole, fabricants d'engrais et de produits phytosanitaires. La soumission de toute cette profession également aux commerçants aval, grande distribution, import-export. Eh bien, ce fut l'œuvre magistrale et exclusive du pouvoir politique croissanciste qui, grâce à un cocktail machiavélique de lois contraignantes et de primes incitatives, est parvenu à transformer, pour prendre l'exemple de l'Europe, à transformer l'exploitant agricole indépendant en un fonctionnaire zélé de la politique agricole commune, la PAC. Alors, au-delà du jugement idéologique sur la valeur de cette révolution agricole, il importe surtout aujourd'hui de bien comprendre les points de fragilité de cette agriculture industrielle mondialisée, dont le plus aveuglant est naturellement sa dépendance absolue à la filière des hydrocarbures. Au contraire de la polyculture-élevage, qui optimise le cycle naturel, qui fournit une fumure organique, qui pratique la rotation des cultures, l'assolement, qui minimise les besoins de mécanisation, eh bien, la monoculture industrielle, elle bouscule la nature. Elle utilise des tonnes d'engrais, de fongicides et de pesticides chimiques, fabriqués tous à partir de gaz et de pétrole. Et elle a recours, cette agriculture industrielle, monoculture industrielle, à des engins toujours plus puissants et gourmands en gasoil, pétrole, pour remuer une terre toujours plus compacte et toujours plus desséchée. De fait, cette agriculture fossile,
Elle est en totale contradiction avec les vœux pieux de durabilité, régulièrement distillés par la propagande croissanciste. Mais il est un fait que l'immense majorité des gens ne semblent pas s'en rendre compte. Parce que la réalité, c'est que cette agriculture moderne est condamnée à subir 4 faillites conjointes. Une faillite quantitative, une faillite stratégique, une faillite qualitative et une faillite logistique. Première faillite, la faillite quantitative de l'agriculture moderne. À partir de 2030, les méthodes intensives commenceront de produire des effets dévastateurs visibles sur la terre arable. Et les taux de fertilité de certains sols amorceront une régression, préfigurant déjà l'équation suivante: toujours plus de puissance mécanique, toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de pesticides pour toujours moins de rendement. Parce qu'en effet, alors que les prévisions démographiques indiquaient qu'il faudrait nourrir 9 milliards de personnes en 2050, voici qu'après des décennies, voici qu'après des décennies de croissance continue, les rendements du blé et du riz commencent aujourd'hui déjà à s'essouffler. Pire, ces 3 piliers de l'alimentation mondiale, blé, riz, maïs, commencent déjà à décliner dans certaines régions, faisant craindre aux spécialistes une crise majeure. Mais évidemment, ces informations inquiétantes sont soigneusement cachées aux yeux et aux oreilles du grand public. Mais dans les milieux confidentiels et autorisés, par contre, les interrogations vont bon train. Comment expliquer une telle panne? Les cultures auraient-elles atteint leurs limites biologiques? Le modèle agricole croissanciste serait-il à bout de souffle? Déjà à partir de 2020, de nombreuses publications scientifiques ont révélé l'ampleur du phénomène naissant. Essoufflement des rendements du blé, gagnant d'autres productions agricoles. La Chine et l'Inde, voyant leurs performances de leurs innombrables rivières plafonner, tandis que le maïs commençait à montrer des signes inquiétants en Asie, en Afrique, en Europe et dans une partie même du Corn Belt aux États-Unis. C'est donc par la voix de scientifiques reconnus et pas par celle de prédicateurs fantaisistes qu'une menace sur la sécurité alimentaire de la planète, pressentie pour 2050 aux environs, est ainsi dès aujourd'hui exposée. Le constat est d'autant plus alarmant que la plupart des terres fertiles sont déjà exploitées et il ne paraît pas possible d'augmenter sensiblement la surface cultivable à l'échelle mondiale. Des organismes comme la FAO misent donc aujourd'hui, sont contraints de miser sur une augmentation continue et soutenue des rendements. Croyance qui ressemble de très près à un combat perdu d'avance, alimenté par l'illusion d'une impossible croissance infinie. Deuxième faillite, la faillite stratégique de l'agriculture croissanciste. À ce triste tableau de mauvais résultats techniques, vient s'ajouter le signe d'une faillite stratégique annoncée et liée à la raréfaction prochaine et inéluctable de l'énergie fossile sur laquelle est fondé, nous l'avons déjà dit, le modèle industriel de la pétro-agriculture. Parce que la déplétion pétrolière avérée, et contestée par personne, signifie tout simplement la disette prochaine en carburant pour les tracteurs et pour les moissonneuses, ainsi que le manque d'engrais, de pesticides, de fongicides pour les terres. Dit autrement, c'est l'écroulement de tout le système intensif à haute énergie fossile qui se profile sans que pour autant une autre ressource soit d'ores et déjà identifiée comme étant capable de lui succéder. Une autre hypothèque est également posée sur la production alimentaire, c'est la diminution inexorable de la superficie des terres cultivables, aggravée par la dégradation de la couche
fertile des surfaces restantes. La couche fertile, cet épiderme de la planète qui menace de disparaître. Cette couche fertile, elle est constituée d'une couche de terre féconde de 30 cm en moyenne, qu'on dénomme l'humus, et qui joue le rôle de formidables réacteurs biologiques et qui abritent d'intenses échanges biologiques et physico-chimiques. L'humus rend d'immenses services en fournissant les éléments indispensables à la croissance végétale qui filtrent l'eau, elle contrôle l'alimentation des nappes souterraines et l'humus régule le cycle du carbone et de l'azote. Malheureusement, l'agriculture industrielle a mis en place un ensemble de pratiques qui, en moins de 100 ans, ont entrepris de balayer l'essentiel du lent travail patiemment effectué par la nature durant des millions d'années pour structurer notre terre nourricière. Par surcroît, dans les pays les plus développés, de nombreux contaminants toxiques sont à la manœuvre également pour en rajouter à la contamination des sols. Cette situation d'état d'urgence des sols arables mettra en situation de péril objectif la capacité alimentaire de la planète dès 2030, sans toutefois que le grand public s'en alarme outre mesure au jour d'aujourd'hui. Dès le milieu du XXIe siècle, le mythe de la sécurité alimentaire de la planète sera donc contesté, on l'a vu, sur le plan quantitatif. Mais il le sera également sur le plan qualitatif, c'est-à-dire au niveau de la qualité des aliments produits par l'agriculture moderne. Cette dégradation qualitative fatale que nous évoquons ne concerne pas les critères organoleptiques des aliments, par exemple l'éventuelle perte du goût savoureux de tel ou tel fruit ou légume, autant d'éléments qui ne relèvent que de la subjectivité individuelle, même partagée par l'opinion publique dans son ensemble, mais somme toute de faible importance et de faible impact sur la santé globale de l'individu. C'est bien ça le plus important. Mais cette faillite qualitative touchera en réalité à un problème beaucoup plus grave, celui de l'incorporation dans les produits issus de l'agriculture industrielle de nouveaux composants de nature à mettre en danger tout simplement la survie de l'espèce. Cette modification de la structure interne des aliments produits par ce type d'agriculture, et notamment la résidus de fongicides, la résidus d'herbicides, les résidus de pesticides notoirement toxiques, ajoutés aux mutations génétiques des souches de semences, dès aujourd'hui commencent à désorienter l'organisme humain en créant des intolérances alimentaires de plus en plus graves qui laissent souvent la médecine croissanciste sans solution. Quatrième faillite inéluctable, la faillite logistique de l'agriculture croissanciste. Parce que, hormis les faillites stratégiques, quantitatives et qualitatives, cette quatrième faillite, d'ordre logistique, achèvera de laminer l'agriculture industrielle au début des années 2050. Une faillite logistique directement liée, elle, à la concentration urbaine et qui affectera plus particulièrement les pays développés. Au-delà des problèmes écologiques proprement dits, posés par cette concentration urbaine généralisée, le péché le plus grave perpétré par la communauté humaine à partir de la fin du XXe siècle, c'est celui d'avoir rompu définitivement avec la loi ancestrale qui dit que pour garantir sa pérennité, une ville se doit d'être autosuffisante d'un point de vue alimentaire grâce au potentiel de sa ceinture agricole, maraîchère, céréalière et d'élevage. Amorcé déjà dès le début du XXe siècle, ce mouvement de rupture, il s'est largement amplifié après la Seconde Guerre mondiale pour atteindre rapidement un point de non-retour ratifié, scellé, si on peut dire,
par le bétonnage des ceintures agricoles urbaines qui sont devenues le socle des zones pavillonnaires ou, terme consacré, par l'artificialisation des terres arables, phénomène calamiteux qui a enfoui sous le bitume hydrocarboné la crème de nos terres fertiles. La France, par exemple, a perdu plus d'un quart de sa surface agricole entre 1970 et 2020, et c'est la surface d'un terrain de football qui y disparaît toutes les 5 minutes. Alors, bien sûr, ces facteurs aggravent mathématiquement le risque quantitatif qu'on a précédemment évoqué, en faisant diminuer la quantité des surfaces cultivables, mais ils fragilisent également considérablement la logistique alimentaire des concentrations urbaines dont l'approvisionnement est désormais devenu dépendant à 100% des transports, donc du pétrole. Et dans la mesure où les aliments proposés aux masses urbaines sont, pour la grande majorité, produits très loin de leur lieu de consommation. On estime généralement qu'une mégapole comme Paris, par exemple, Paris où 40 000 semi-remorques entrent et sortent de Rungis chaque jour, eh bien, une grande mégapole comme Paris n'a que 2 à 3 jours d'autonomie alimentaire. En conclusion, la conséquence conjuguée de ces 4 faillites inéluctables, eh bien, scellera immanquablement la fin de la sécurité alimentaire à l'horizon des années 2050. Et alors la société humaine sera contrainte, à partir de cette date, de faire porter l'essentiel de ses efforts sur la satisfaction du besoin principal de l'espèce, l'alimentation, avec les disparités que l'on peut imaginer, liées essentiellement à la capacité arable naturelle de chaque territoire considéré. Voici pour le pronostic numéro 6, la fin de la sécurité alimentaire. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et pour le 7e pronostic, qui sera la décroissance démographique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.